Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, la première dame, Madame Mial Razouel, accompagnée de l'épouse du Premier ministre Léa Tsai et des femmes ministres et épouses de ministres, ont assisté ce jour au culte œcuménique organisé par les épouses des responsables des forces de sécurité dans le cadre de la célébration du 8 mars. C'était également l'occasion de prier pour les femmes et pour la nation. Les détails avec Miar Vulatsferen et Andra Zanjaibi. Il s'agit d'un culte œcuménique organisé par l'Association des épouses de policiers, FIVA-POVA, l'Association des épouses militaires, FIVAMI, et l'Association des épouses de gendarmes, FIVAZA. Vous ne faites qu'un en Christ. C'est le thème choisi pour encourager les femmes qui sont venues aux chapelles militaires en Païbé ce matin. Le pasteur Raoldine Fiaratiriavch a également parlé de l'égalité de sexe lors de son homélie. Le 8 mars n'est pas seulement une célébration, selon la présidente d'honneur de FIVA-POVA, qui a représenté les trois associations. Il participe également à l'autonomisation des femmes pour atteindre l'égalité, dont la première dame, à travers ses actions, a donné l'exemple pour le pays. La présidente d'honneur a aussi montré sa volonté de contribuer au développement du pays. La première dame, Mial Razouel, l'épouse du Premier ministre Léa Tsai, les femmes ministres et les épouses des ministres et les officiers et femmes de la famille de l'armée, de la police nationale et de la gendarmerie ont honoré de leur présence le culte. Et après le culte, la première dame et non moins présidente de l'association FITI s'est rendue à Mananzar pour terminer la distribution de vivres gratuits aux populations affectées par le passage des cyclones Batirai et Emnati. Les bénéficiaires et le maire ont apprécié l'œuvre caritative de l'association FITI et de l'ONG américaine World Central Kitchen. Toujours un reportage de Miar Vulatsferen et Andra Zanjaibi. La nourriture était le principal besoin des habitants de Mananzar après le passage des cyclones Batirai et Emnati. Ces intempéries ont causé de graves dommages à la population. C'est justement pour cette raison que l'association FITI et l'ONG américaine World Central Kitchen ont organisé la distribution de plats chauds, événement qui a duré 20 jours au couvent du Saint-Paul Mananzar et qui s'est terminé aujourd'hui. La présidente de l'association FITI et non moins première dame, Madame Mial Razouel, est venue clôturer cet événement, mais surtout encourager les habitants et remercier les partenaires. L'idée de distribuer de la nourriture au cours des 20 derniers jours a véritablement soulagé les personnes touchées. Étant toujours présent sur le terrain, l'ONG World Central Kitchen a été particulièrement remerciée par la première dame. Elle a souligné que la collaboration était excellente et que de nombreuses leçons ont été retenues. Bring happiness to our people. So, in the name of the people in Mananzar, we would like to thank you. Thank you for the experiences because it's very important for us. New experiences, collaborations, and we are going to practice everything we learned from you. Et puis, dans le cadre de la célébration du 8 mars, l'Association des femmes d'Ambatonjazak a organisé une rencontre ce jour. Les détails avec Fetch Anjianseloun, notre correspondant à Lochamangour. Ce matin, l'Association des femmes d'Ambatonjazak a manifesté sa solidarité à travers des activités dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la femme. Selon les explications, la culture et les traditions des femmes d'Alochamangour seront promues sur la scène nationale à travers l'association des femmes Miavtse le 8 mars à Antirabé lors de l'événement présidé par la première dame, Madame Mial Razouel. Après les activités d'aujourd'hui, qui s'est terminée par une séance de Zumba, les représentantes de l'association Veivav Miavtse ont quitté Ambatonjazak pour rejoindre Antirabé.
Dans les actualités sociales, plus de 25 000 étudiants de l'Université de Fianarantsoa ont déjà bénéficié de la carte Visa dans le cadre du projet Hippokech, une carte qui permet à ces étudiants de percevoir leur bourse. Le ministère de tutelle est actuellement en train d'ajouter toutes les informations concernant les étudiants. Selon les explications, certaines données manquent pour certains étudiants, d'où le retard de l'activation de la carte. Ce problème est actuellement résolu. On fait le point avec Andoniana Martina Nzaranjiansu. L'université de Fianarantsoa a été la première à bénéficier de la carte Hippokech cette année. Au total, 25 000 étudiants ont reçu leur carte Visa et cette semaine, on estime que ces étudiants de l'université de Fianarantsoa pourront percevoir leur bourse. 3 étapes doivent être franchies avant qu'un étudiant puisse bénéficier d'une carte Visa, a déclaré le directeur général du développement numérique, de la transformation digitale ce jour. En ce qui concerne l'état d'avancement de la mise en œuvre de ce projet de porte-monnaie électronique pour l'université de Woudvoorn, le ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications est déjà impliqué dans l'activation en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Après l'université de Woudvoorn, la mise en œuvre de ce projet Hippokech s'étendra à Majunga et dans toute l'île selon les explications. Et les travaux d'urgence effectués par le ministère des Travaux publics assurent la continuité de la circulation au niveau des routes nationales en cette période de pluie et de cyclone. Le ministère reprendra les travaux définitifs de ces routes après cette période, a tenu à expliquer le ministre hier. Ainsi, pour les routes nationales, les ponts bêlés seront remplacés par des ponts en béton après la saison des pluies. Si d'autres itinéraires sont en cours d'étude et certaines routes reconstruites, mais avec des améliorations au niveau des canaux d'évacuation d'eau. Et toujours dans les actualités sociales, des affrontements ont eu lieu cette semaine entre une entreprise d'élevage de crevettes et les habitants de la commune rurale de Boubakassou, dans le district d'Antsranana 2. Cette entreprise a l'intention de construire un étang à crevettes dans la baie d'Ambar, une décision que conteste la population, étant donné la destruction de l'environnement ainsi que l'inondation de la ville que cela risque d'entraîner. Jean-Claude Ndjamalal. Une entreprise destinée à l'élevage de crevettes installée à Mbavanankar à Nambilbé a pris possession d'un étang d'une superficie de 400 hectares dans la commune rurale de Boubakassou à Antsranana 2. Cela a généré un conflit entre la population locale et les responsables de protection de la forêt dans les communes de Boubakassou et à Boufalagué. Ces communes qui produisent 3 types de sel, notamment le sel fin, le sel brut et le gros sel, qui sont les principales sources de revenus de la population. Face à cette situation, les habitants ont manifesté afin d'alerter les autorités compétentes, car leurs moyens de subsistance seront détruits, outre un impact négatif de cet élevage pour l'environnement. Pour sa part, le maire de la commune rurale de Boubakassou déclare ne pas être responsable de la signature de l'autorisation d'acquisition de ces 400 hectares d'étang par cette entreprise. Et parlons de temps pour terminer les actualités locales. Les précipitations se concentreront plus dans le nord, dans le nord-ouest, jusqu'à demain matin, d'après les informations émanant du service de la météorologie ce jour. Par conséquent, les régions Sofia, Diana, Aloch et le district de Tsaratanan sont placées sous alerte jaune. L'on craint donc les inondations et les glissements de terrain dans ces zones, d'où l'appel à la vigilance de Météo Madagascar aux populations dans ces localités. La qualité de l'air était normale pour Antananarivo et ses environs durant cette semaine, sauf pour un Bouidaï qui était 2 fois plus que les normes de l'OMS, selon toujours le rapport de la météo. Le service de la météorologie suit de près l'évolution du risque de cyclogenèse dans l'océan Indien, dans l'est de Madagascar, qui pour l'instant n'a pas connu d'énormes changements.
C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Emmanuel Macron a officialisé sa candidature dans une lettre aux Français diffusée dans toute la presse régionale ce vendredi 4 mars. À 38 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le chef de l'État va défendre son bilan et présenter son programme. Une campagne présidentielle sur fond de guerre en Ukraine qui ne suscite pas l'intérêt des Français. France 24. Comment passer de cette ambiance Françaises, Français, mes chers compatriotes, à celle-ci? Président et candidat, il s'y était préparé depuis des semaines, mais tout a été chamboulé par la guerre en Ukraine. Des changements de taille vont s'opérer. D'abord, celui des lieux. Si l'Élysée reste le centre du pouvoir, la campagne d'Emmanuel Macron, elle, va s'organiser à 1 km de là, 68 rue du Rocher, au siège de La République En Marche. Un homme va rester à la manœuvre. Bonjour. Bonjour. Stanislas Guérini, le patron du parti, mais au moins 3 ministres pourraient se mettre au service du candidat. Julien de Normandie, un temps pressenti directeur de campagne, Gabriel Attal et Sébastien Lecornu. Côté campagne, justement, rien n'est encore tranché. Le meeting prévu à Marseille ce week-end a été annulé, et s'il y en a un ou plusieurs, ils seront sobres, promettons. Pas de rassemblement festif alors que la guerre fait rage en Europe. Ce week-end, les militants distribueront des tracts partout en France, par centaines de milliers. Mais en revanche, mystère sur le programme du candidat. Comment faire campagne pour un président sortant? Celui qui était au cœur de celle de Nicolas Sarkozy en 2012, Franck Louvrier, pense que même en temps de crise, il ne faut pas rester au-dessus de la mêlée. Il ne peut pas éviter la campagne électorale. Ce serait un déni de démocratie. Il doit bien sûr s'engager dans le combat d'idées, il doit s'engager dans le débat. Et je pense qu'il a tout intérêt même à débattre avec certains des candidats. Ces candidats, ces concurrents, qui considèrent aujourd'hui que la vraie campagne commence. Monsieur le Président de la République, je vous attendais. Vous voilà enfin. La France entière attendait notre face-à-face. Son bilan, les Français le connaissent. Ce qui est important, c'est qu'il puisse aussi présenter son projet pour la France. Et donc, je souhaite qu'il y ait un débat, que nous puissions débattre ensemble. Ça fait longtemps qu'Emmanuel Macron est en campagne, ça fait longtemps qu'y compris, il dépense de manière assez électorale. Si la gravité de la situation internationale exige aujourd'hui un esprit de responsabilité et une opposition digne, les Français ne doivent pas être privés d'un vrai débat démocratique. Même si les Français ont la tête ailleurs, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, la bataille pour l'Élysée débute vraiment aujourd'hui. Conséquence des sanctions internationales, la Russie est au bord du défaut de paiement. La monnaie russe, le rouble, continue sa chute. Il est en recul de plus de 20%. La Russie fait face à un début de panique bancaire, mais Moscou continue de vendre son pétrole et son gaz à des prix très élevés. Les cours du pétrole sont au plus haut depuis plus d'une décennie. France 24. Le cours du baril de pétrole ne cessait de grimper ces derniers mois. Il s'est littéralement envolé depuis le déclenchement de la guerre. Résultat, plus 47% en 3 mois. Et le prix à la pompe s'en fait durement ressentir. Sur un plein, ouais, je dirais que ça fait bien entre 5 et 10 euros en plus, quoi. Ça fait un choc. Alors du coup, j'ai pris que 50 euros. Je vais être obligé de me débrouiller, on va s'ajuster, quoi. Là, j'étais pas censée faire le plein, mais là, je le fais. Donc voilà. Par peur que ça augmente encore plus? Oui, sachant que ça va augmenter. Certains distributeurs de carburant assurent que leur prix d'achat a déjà augmenté de 10 centimes ces derniers jours. La hausse pour les clients pourrait donc être encore plus brutale la semaine prochaine. L'inquiétude gagne également d'autres secteurs d'activité, à commencer par l'agriculture, directement impactée par la hausse des matières premières. La Russie exporte massivement vers l'Europe des céréales comme le blé. Là, l'aliment, à l'instant T, elle est à 330 € tonne, ce qui est déjà énorme. L'année dernière, elle était à 240 à la même époque. Sauf que là, ils nous parlent de 400 €, voire plus de la tonne. Donc, c'est invraisemblable. On pourra pas... Déjà que là, on est dans le rouge total. Je sais pas où on va, quoi. L'automobile, les cosmétiques et l'aéronautique sont d'autres branches particulièrement affectées. Suite à l'interdiction de survol du territoire russe pour les compagnies aériennes de 36 pays, les avions en direction de l'Asie doivent désormais emprunter de nouvelles routes pour contourner le pays. Au moins 2 heures de voyage supplémentaires et le prix des billets devrait rapidement en faire les frais.
cette hausse des coûts d'exploitation des avions, parce qu'on consomme plus de carburant, parce qu'on va payer plus de taxes d'aéroport, plus de taxes d'atterrissage, plus de taxes de survol, ça va avoir un coût qui, pour les compagnies aériennes, est peut-être de 30 à 40% pour ces trajets vers l'Asie. Maintenant, les compagnies ne pourront pas répercuter la totalité de cette hausse de coûts sur le prix du billet, simplement parce qu'il y a de la concurrence. Les sanctions imposées à la Russie vont considérablement affecter son économie, mais ne seront donc pas sans conséquences pour les Français et les Européens. Et une semaine après le début de l'invasion russe en Ukraine, le contrôle de la société civile russe est de plus en plus fort. Les médias indépendants font les frais d'une politique de surveillance accrue qui vise à contrôler les informations publiées sur l'invasion. Vendredi 4 mars, les députés russes ont adopté un texte qui prévoit de lourdes peines de prison et des amendes pour toute personne publiant des informations mensongères sur l'armée. France 24. Une décision qui ne relève pas du droit, mais de la politique. C'est avec ces mots que les responsables de la radio Echo de Moscou dénoncent la récente décision de fermer leurs médias, l'un des rares indépendants en Russie. Le rédacteur en chef assure que dans le pays, on vit désormais dans un quasi-état de guerre, mais refuse d'arrêter de travailler tant que la police ne les aura pas fait taire de force. Je me fiche de savoir comment se sentent les journalistes. Leur obligation, c'est de travailler. Ils ne travaillent pas pour les actionnaires ni l'État. Ils travaillent pour les auditeurs. Et les auditeurs se fichent de la santé du journaliste, de l'interdiction de la radio, de la maladie de son enfant, de la météo. Le journaliste a l'obligation de travailler et de fournir des informations, des opinions, des conversations, et ainsi de suite. La radio a fait appel de la décision. L'équipe peine à croire que le tribunal tranchera en sa faveur, mais refuse de céder à la panique. Tant que l'équipement et les ordinateurs sont là, disent-ils, c'est qu'il reste un espoir. Notre mode de fonctionnement dépendra des circonstances. Bien sûr, le gardien peut venir à tout instant avec ses clés et verrouiller la rédaction, tout simplement, annuler nos badges. Mais tout le monde est prêt à continuer de travailler. La liberté de la presse, déjà mise à mal par le Kremlin ces dernières années, est de plus en plus malmenée en Russie. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les autorités ne tolèrent pas la moindre diffusion d'informations qui n'auraient pas été validées en haut lieu. Une propagande d'État pour tenter de manipuler l'opinion et lui cacher les raisons de la guerre et ses premières conséquences parfois tragiques sur l'armée et l'économie russe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data présentée par Jean-Claude, suivie du film The Weeknd. Oh oui. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.